Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. À cette heure-ci, habituellement, on discute avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, mais Jean-François est en vacances cette semaine et le mardi, Thomas Mulcair enseigne, donc ce qui me permet de discuter avec l'excellent analyste politique Nick Payne. Salut Nick! Salut, mon Dieu, les souliers sont grands. Tu les choses très bien. Écoute, on peut lire sur la première page du Journal de Montréal, PSPP joue le tout pour le tout. Hein. Il a présenté son fameux budget de l'an 1 de la souveraineté du Québec. Et en plus, il dit, si vous votez pour moi, il n'y aura pas de tatouinage. Il va y avoir un référendum dès le premier mandat, même si les sondages démontrent que l'option n'est pas populaire. Qu'est-ce que tu en penses? PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, est en train de réparer quelque chose. C'est ça qu'il faut voir derrière ça. Il y a eu, à travers, tu connais l'expression, le célèbre flou artistique référendaire, il y a eu un bris de confiance entre le Parti québécois et les électeurs du Québec. Pas seulement les souverainistes, là. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a été toute cette période où le PQ était jamais sûr de son affaire sur son référendum, ça a été très démobilisateur dans son électorat premier, chez les souverainistes, évidemment, mais dans l'électorat plus large, n'importe quel parti politique qui est pas capable d'être clair sur son option fondamentale, qui a l'air de vouloir transiger là-dessus en fonction des sondages, c'est pas un parti qui est digne de confiance. À mon sens, on a beaucoup sous-estimé la portée de ce problème-là sur le destin du Parti québécois au fil des dernières années, avant que Saint-Pierre Plamondon décide de revenir à une ligne plus claire là-dessus. Et alors, lui, en ce moment, c'est ce qu'il fait. Il tient sa ligne de façon très ferme, il est imperturbable. Il dit, nous sommes souverainistes, notre façon de réaliser l'indépendance passe par un référendum, donc forcément, on va en faire un. Si vous me posez la question, je vais vous dire oui, nous allons en faire un. Ça a plusieurs vertus. Bien sûr, ça répare le bris de confiance dont je te parlais, mais ça prive aussi le Parti libéral de son anane, ou peut-être même François Legault aujourd'hui, qui est le Parti libéral 2.0. Hein, on le sait, c'est lui désormais qui joue le rôle de brasseur d'épouvantail. Là, puis bon, en tout cas, au moins autant que les libéraux. Parce que, tu sais, on dit souvent que les libéraux peuvent pas espérer mieux que de voir le PQ revenir à la souveraineté et à l'engagement référendaire. C'est pas tout à fait exact. Ce qui était une manne extraordinaire pour les libéraux, c'était justement de pouvoir soulever le malaise des péquistes sur le référendum en disant tout le temps, ah, vous voyez, eux, ils vont vouloir faire un référendum. Là, les chefs successifs du Parti québécois étaient pris pour dire, ben, vous savez, c'est pas exactement ça, on verra si les sondages sont bons, etc. Et donc, par le fait même, ils démobilisaient leur électorat. Ils avaient l'air un peu opportunistes et pas complètement francs. Et à cacher leur vraie nature, justement. À cacher leur vraie nature. Comme donc, c'est le Parti libéral qui dit, regardez, là, votre jupon d'épaule, vous êtes séparatiste, donc. Comme si c'était honteux, ce qui permettait aux libéraux de pas aller sur le fond. À partir du moment où, là, cette question-là est réglée, là, ils auront beau répéter 100 fois ou poser la question 100 fois, allez-vous le faire? PSPP répond oui, on le fait. Alors après ça, il faut discuter du projet lui-même. Et moi, je pense que là-dessus, quand je parle du projet d'indépendance, je pense que là-dessus, les libéraux sont pas mal moins heureux qu'on le dit. Ils sont en faillite intellectuelle et politique depuis des années sur la question du statut du Québec parce que il y a rien à obtenir dans le Canada. Sinon, des claques au visage, une à gauche, une à droite, on recommence, on se fait dire non, ça marche jamais. Tout échoue tout le temps. Et tout ce qui leur reste, c'est le discours de peur, puis vous allez perdre vos pensions, vous allez attraper le scorbut, puis la peste, et puis ça marche plus tellement bien. Ça fait un bon bout de temps que ces histoires-là collent moins. Alors là-dessus, moi, je pense qu'il y a raison. Nick, OK, on va discuter, OK? Parce que moi, je me pose une question. Il y a deux sortes de politiciens. Ceux qui veulent avoir raison, puis ceux qui veulent gagner.
OK, si tu veux gagner ton référendum, là, il y a un capital de sympathie pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Les gens l'aiment, OK? Donc, bâtis ton capital de sympathie, bâtis-le, amène des gens dans ton parti, montre que tu peux avoir la job de premier ministre, que tu es suffisamment responsable pour ça. Amène-les tranquillement vers la souveraineté. Plutôt qu'arriver gang-haut, nous autres, on y va. Puis là, il y a peut-être des gens qui aiment Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne sont pas nécessairement souverainistes, qui vont dire, là, moi, je recule. Ouais, c'est un bon argument, mais ils ont trois bonnes années pour réfléchir, hein, et il maintient, c'est pas nouveau ça chez PSPP, l'engagement référendaire. Là. Dès sa campagne à la chefferie du PQ, la plus récente, il était déjà dans ce discours-là. Et puis moi, je ne pense pas que ça va faire fuir tant de monde que ça qui, de toute façon, comment dire, ceux qui en veulent pas de la souveraineté, là, ils votent pas pour le PQ de toute façon. Alors, les péquistes ont passé assez d'années à essayer de ratisser trop large, à mon point de vue. À un moment donné, là, quand ça veut pas, ça veut pas. Si tu es souverainiste, il faut que tu assumes l'engagement référendaire. Ce que je pourrais répondre à la thèse que tu amènes aussi, c'est que elle a été essayée, cette formule-là. C'était ça le flou référendaire, c'était de dire, et même on le disait clairement, on disait, les Québécois sont pas prêts, on va les prendre par la main, l'appétit vient en mangeant, on va leur donner un bon gouvernement provincial, puis là, ils vont voir qu'on est tellement fin que finalement, ça vaudrait la peine. On a vu les résultats, ça n'a pas marché, parce que le problème de fond, c'est un peu insoluble. Bien sûr que c'est difficile d'être souverainiste, c'est difficile de dire je vais proposer un référendum. Moi, je suis pas en train de te dire que c'est formidable du point de vue électoral, mais c'est moins pire que d'être tout le temps dans l'entre-deux, puis au fond, conforter les gens dans l'idée que l'indépendance, ça fait peur, puis c'est dangereux. Je te comprends. Il y a mieux perdre peut-être debout que gagner à genoux. Mais à la limite, perdre en construisant, tu sais, en espérant que la prochaine fois, ce sera mieux. Bon. Tu dis qu'avant, le PQ cachait son option, puis, tu sais, avait l'air à cacher des choses et tout ça, là, puis, bon, le flou. Mais regarde, là, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Quoi que les sondages démontrent, il va avoir un référendum si je suis élu. » Penses-tu vraiment que s'il est élu, puis que les sondages démontrent que l'appui au référendum est faible, penses-tu vraiment qu'il va être le gars, lui, qui va arriver avec un troisième référendum perdant? On le sait tout de suite que non, c'est pas vrai. Ben oui. Écoute, il y a une plage de raisonnabilité là-dedans. Si il prend le pouvoir puis que la souveraineté est à 17%, j'ai comme l'impression, moi aussi, qu'il va choisir d'autres méthodes d'action. Cependant, la plage existe. Prends, par exemple, 95. Tu sais que au début de la campagne référendaire, en 95, l'appui à la souveraineté était à 40%, était le même qu'aujourd'hui, en fait. Il était même un peu plus bas parce que à l'époque, on posait toujours la question dans les sondages de la souveraineté-association. Oui. Une question qui a tendance à aller chercher un peu plus d'appui. Donc, la campagne, à elle seule, a permis à l'option du oui de grimper substantiellement. Alors, c'est sûr que, à mon point de vue, si les péquistes, un jour, on est encore loin de là, mais là, on fait de la politique fiction, si un jour, ils prennent le pouvoir et qu'ils ont 36% d'appui pour la souveraineté, moi, j'ai l'impression que PSPP, dans sa philosophie actuelle, dirait « j'y vais quand même, je prépare le terrain, j'annonce, puis on fonce ». Tu sais. Il faut dire aussi que si un jour le PQ accède au pouvoir, ce sera probablement parce qu'il aura convaincu suffisamment d'électeurs que ce projet-là est viable et intéressant. Là. À mon point de vue, c'est pour ça que c'est important pour Saint-Pierre Plamondon de rester clair et assez ferme sur son option. En disant, il saura savez, donc... Là, si vous votez pour moi, vous le savez que vous votez pour un gouvernement souverainiste. Ça va être ça. Louis Bernard, grand commis de l'État, un homme dont le nom sera dans les livres d'histoire, qui est très respecté, qui a été candidat lui-même à la chefferie du Parti québécois, disait jusqu'à tout récemment, je pense qu'il le dit encore, faut qu'on dise aux gens que s'ils veulent pas de l'indépendance, mais qu'ils votent pas pour nous. C'est exactement comme si le Parti conservateur disait, écoutez, si vous voulez pas des mesures conservatrices, ne votez pas pour nous, allez chez Justin Trudeau, il y a d'autres adresses pour ça. Nous, c'est pas notre spécialité, c'est pas notre marchandise. Non, mais c'est honorable de faire ça, c'est honorable, mais en même temps, comme je te dis,
tu veux gagner. Est-ce que c'est pas mieux d'être un peu plus ratoureux pour faire gagner l'option, là? Ben, l'histoire te répond. À date, ça n'a pas fonctionné, la méthode prétendument ratoureuse. Et tu te souviens des expressions, les fameuses astuces, les cages à homards, tout le bagage d'expressions prétendument stratégiques du PQ, des souverainistes, ça n'a pas marché. Ça a toujours l'effet inverse. Tu as l'air de cacher quelque chose. Tu déprécies l'idée elle-même parce que tu envoies le message aux gens que même toi, tu n'es pas sûr de ton affaire. Là. Moi, je pense que si la souveraineté et l'indépendance était un projet qui est dans les 7, 8, 10, 12% d'appui, cette question-là se poserait. À 30, 35, 38%, c'est considérable comme plancher. Je pense qu'il y a les moyens d'être clair. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, sa personnalité, c'est un gars de principe. C'est un gars de principe. Ouais. Là. Lui, il dit, là, regarde, moi, j'étais contre la reine, je suis contre la monarchie, demandez-moi pas de prêter serment. Je dis, ça va contre mes principes, je commencerai pas à faire des grimaces pour prêter serment. Ça me tente pas, je veux pas. Alors lui, c'est ça, il met pas d'eau dans son vin. Voici ce que je suis, tu me prends tel que je suis ou pas. Et cette affaire-là, avec le serment au roi, a marché au-delà de ce que moi j'aurais cru. Moi, je pensais qu'à un moment donné, il y aurait clivage là-dessus, les gens diraient ben quand même, là, passons aux vraies affaires, là, c'est juste des symboles, c'est pas important. Or, PSPP a appliqué la méthode dont je te parle maintenant. Il y a cru davantage que moi dans ce cas-là, puis ça a marché. Alors, il y a, oui, la clarté, la cohérence, la droiture peut payer aussi en politique. Et par ailleurs, PSPP est pas un leader à ce jour qui fait exciter jusqu'au boutiste, extrémiste. Il s'exprime de façon calme, posée, presque parfois même candide, hein, un peu naïve ou enfantine d'une certaine façon, mais ça va bien, ça fait un équilibre avec, si tu veux, cette position plus affirmé de son indépendance. Je ne dis pas que c'est parfait, je sais qu'il y a des difficultés. Je te pose une petite question personnelle, parce que toi, tu étais en politique, tu étais avec un parti... Option nationale. Moi, je suis cofondateur de ce parti-là. Cofondateur d'Option nationale. Quand tu vois PSPP aller, puis tout ça, tentes-tu de faire le saut? Tenterais-tu de te représenter avec le PQ? J'ai compris, moi, assez rapidement, je le savais même presque avant d'y aller, que la politique partisane, c'est pas tellement mon truc. Je me sens plus utile à offrir des points de vue, des analyses éclairées, à ouvrir la lumière, si tu veux, là, sans prétention. C'est quelque chose, hein, la politique partisane. Faut que tu sois tout le temps d'accord avec tout dans ta gang. Ça pourrait être différent. Aux États-Unis, en France, tu as des hommes et des femmes politiques qui disent pas la même chose que leur parti assez régulièrement. Ici, on voit moins ça. On est dans un système plus binaire, là, un peu, pour toutes sortes de raisons. Quoi? Je ne sens pas l'appel terriblement qui vient me chatouiller l'âme, mais bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on va t'avoir comme analyste politique de temps en temps. Écoute, tu veux me parler de la réaction tardive d'Amira El-Gawabi aux événements survenus en Israël? Tu sais que Mme El-Gawabi a été nommée comme représentante spéciale du Canada dans la lutte à ce qu'on appelle l'islamophobie, je crois. Et là, tout de suite, on avait dit, oui, mais pourquoi un lobbyiste pour une forme de discrimination seulement? Pourquoi pas un commissaire contre toutes les formes de discrimination de façon plus générale? Et là, on avait répondu, non, mais attention, ce sera le travail de Mme El-Gawabi de bâtir des ponts entre les communautés. Voici l'exemple parfait d'un échec lamentable de Mme El-Gawabi. Elle a eu 10 jours pour réagir à l'attentat. Écoute, monstrueux, quel terme je peux trouver, l'attentat du Hamas. Il aurait été utile, à mon point de vue, sain, noble pour elle de dire, de faire une sortie dès le départ, là, parce que comme elle est, bien sûr, musulmane et musulmane très rigoriste, on peut présumer ou soupçonner qu'elle penche plutôt du côté de la Palestine, hein, c'est tout le fond du problème. Et là, il aurait été utile, si son but est véritablement d'apaiser les tensions et de bâtir des ponts entre les communautés, qu'elle fasse une sortie sobre en disant nous condamnons toutes les violences, tout ce que tu veux. Il y a moyen de formuler ça si elle ne veut pas absolument appuyer Israël de bout en bout. Oui.
Ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle se tait complètement et 10 jours plus tard, elle adopte les positions de l'autre, d'un seul des deux camps, hein, résolument, en disant « Je crains l'islamophobie, ce sera le début de la reprise de l'après 11 septembre. » Et elle ne parle absolument pas de la montée de l'antisémitisme. Et puis, écoute, je m'excuse, mais OK, elle lutte contre l'islamophobie. S'il y a un groupe actuellement qui nourrit l'islamophobie, c'est bien le Hamas, parce que tu regardes ça, puis tu dis, tabarnouche, je veux rien savoir de l'islam, moi, ils me font peur, l'islam. Ben voyons donc. Alors, elle aurait dû dire, ça, ce n'est pas des gens qui représentent ma religion, je le dis tout de suite, je trouve que ces gens-là nourrissent l'islamophobie, etc. Puis tu sais, non, rien, silence radio. Je m'excuse, mais il y a des silences qui sont assourdissants. Tu as toi-même évoqué dans une chronique René Lévesque et sa réaction aux événements du FLQ à l'époque. Moi aussi, je réfère souvent à ça. Voici un parfait exemple. Un indépendantiste, René Lévesque, qui avait vertement, fermement, de façon absolument claire et sans aucun équivoque, condamné les gestes posés par le FLQ, même si c'était un peu en même temps son camp politique. Il avait dit non, ça c'est pas pour nous. Nous, on ne touche pas à ça. Nous condamnons ça. Nous allons de toutes nos forces nous battre contre une telle violence. Il était capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. Il y a plein d'autres exemples de ça. Dans le cas de l'islam rigoriste que représente, à mon point de vue, Mme El-Gawabi, écoute, Richard, l'existence même de l'islam et de toutes les réalités et éventuellement les problématiques qui l'entourent sont nées dans l'esprit du Québécois moyen là, à partir de septembre 2001. Avant ça, on était très peu conscients de cette réalité-là. Et l'islam s'est inscrit dans les esprits au Québec à travers les écrans de télévision par lesquels on voyait des attentats terroristes abominables commis au nom de cette religion-là. Il est normal dans un tel contexte que les gens aient des craintes, aient des peurs. C'est la moindre des choses. C'est à ça que ça sert, le terrorisme, malheureusement. Alors, prétendre que l'islamophobie, entre guillemets, est arrivée comme ça, là, comme une émanation spontanée parce que nous serions un peuple raciste et tout ce que tu voudras. En partant, c'est une méthode et une démarche qui est typique de celle des activistes. En fait. Et Nick, j'ai lu qu'il y a un chargé, il y a un responsable équivalent de Mme El-Gawabi pour l'antisémitisme au Canada. On entend peu parler de cette personne-là. Cela dit, entre toi et moi, là, en terminant, il y a des lois contre les discours haineux. Est-ce qu'on a besoin de postes comme ça, chargés de la lutte à l'antisémitisme ou à l'islamophobie? On n'a pas besoin de ça. Ben là, c'est parce qu'on finira plus d'abord. Puis ce que je suis justement en train de dire, c'est que le fédéral a plié les genoux, a ouvert les bras à des activistes, à des gens qui sont, à des lobbyistes, des gens qui sont là pour une et une seule cause. Il aurait fallu quelqu'un. Tu sais, ce qui a mené à ce que certains appellent aujourd'hui de l'islamophobie, c'est bien, entre autres, le fait que les représentants de ces communautés-là n'ont jamais été audibles pour condamner, quand c'était le temps, des violences abominables. Et Mme El-Gawabi poursuit cette tradition-là. Elle poursuit cette tradition de l'imposition d'une idéologie, d'une vision, de façon totalement insensible. Et elle l'a fait ici, malheureusement, dans le cas d'Israël et du Hamas. Après, moi, je suis pas en train de dire qu'elle aurait dû appuyer Israël de tout son cœur. C'est pas ça l'idée, là. Et là, on ne parle même pas aussi des propos qu'elle a tenus sur le Québec. C'est un autre dossier. Mais bref, que cette femme-là soit encore en poste, c'est un mystère total. Merci beaucoup, Nick Payne. C'est consternant. Ben oui, totalement. Merci, Nick Payne. Bonne semaine. Salut.